Je pense ne pas me tromper en disant que vous avez probablement déjà eu un ex ou une ex. Alors peut-être c'est une personne avec qui vous êtes encore en contact parce que la rupture s'est bien passée. Peut-être que vous êtes juste resté en bons termes, mais que vous l'avez rayé de votre vie. Ou peut-être comme moi, vous les avez tous enterrés et puis du coup on n'en parle plus. Mais là n'est pas la question. Parce que pour nos histoires du jour, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Parce que oui, rapprochez-vous, on est sur Contes Féconds et je vais en effet vous raconter les histoires que certaines personnes ont partagées concernant leur ex. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que globalement, ça a un peu ressemblé à un cauchemar, mais malheureusement bien réel. Parfois, les choses peuvent dégénérer après les ruptures, avec des informations privées, parfois piratées, qui ont été utilisées comme moyen de vengeance. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'un Français sur deux était victime de piratage? Et grâce à France Vérif, qui sponsorise la vidéo, vous pouvez éviter ce calvaire. Alors sans rentrer dans les détails, ça nous est déjà arrivé sur ma chaîne Poisson Fécond il y a quelques mois. Honnêtement, c'était pas un super moment à passer. Moi, j'étais au resto, j'avais plein d'appels qui me disaient « Mais Chris, la chaîne Poisson Fécond, toutes les vidéos ont été supprimées. » Et du coup, elle s'est renommée en chaîne de crypto. Et là, il y a un live qui est en train d'être diffusé. Je fais « Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ?» Mais bon, en tout cas, c'est bon, on avait pu récupérer le truc, mais c'était pas simple. France Vérif, de son côté, agit de manière automatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, il bloque les menaces avant qu'elles ne vous atteignent. Que ce soit des vols de données, piratage ou même des logiciels malveillants. Parce qu'en fait, oui, mais la majorité des antivirus, eux, ils attendent que votre appareil soit infecté, alors que France Vérif, il agit en amont, avant que ce soit trop tard. En plus, un compte vous permet de protéger jusqu'à 5 personnes, et si vous avez quelques doutes sur les habitudes de vos enfants ou des personnes âgées qui vous entourent, c'est parfait. En plus, c'est très facile à utiliser, vous pouvez vous armer avec ce bouclier numérique et profiter d'une vie privée avec ou sans ex en toute tranquillité. Bon, bien sûr, il y a un lien dans la description juste là. En plus, on a une réduction de 60% rien que pour vous. Voilà, ça vous évitera de vivre quelques petites déconvenues. En tout cas, merci encore à eux. C'est très utile de ne pas être piraté. Je pense que vous conviendrez de la chose. Mais bon, en tout cas, si on revient à notre vidéo, je vous rappelle la formule. On est allé chercher sur Reddit des véritables, authentiques, vrais témoignages. Enfin, c'est des témoignages, quoi, qu'on a retranscrits en français pour ne rien dénaturer. Et on a rajouté des voix off pour que ce soit plus immersif. Et au programme du jour, nous allons déjà voir un ex qui va basculer dans l'intimidation. Ensuite, une sombre histoire de chantage avec des moyens très vicieux. Et enfin, une relation qui va se terminer dans les larmes. Alors, cette première histoire est partagée par une certaine Blacking Mindtrap, qu'on a décidé de renommer Sarah pour que ce soit plus fluide. Alors, elle le précise pas exactement, mais en lisant son témoignage, on se rend compte quand même qu'elle est danoise, ce qui va nous changer des histoires qui sont toujours aux États-Unis entre nous. Et là, elle commence son récit avec un constat. Tout le monde a un ex qui fait grincer des dents. Mais le sien, son ex, il est clairement plus effrayant que le con moyen qui envoie des textos en étant bourré et qui dit qu'il t'aime toujours et qu'il veut te récupérer et que t'es la femme de sa vie et tout ça, tout ça. En tout cas, Sarah nous le dit à l'époque, mais elle entretenait une relation à distance avec un mec plus jeune, sachant qu'elle avait 19 ans et son mec, Peter, en avait 17. Alors, ce Peter, donc cet ex, elle nous le présente déjà comme quelqu'un qui n'est pas très sympa. En fait, faut le savoir, mais Peter, il avait fait forte impression à Sarah la première fois. Sauf que rapidement, elle a fini par voir son vrai visage. Sarah nous le dit, mais avec la fougue de la jeunesse, elle espérait pouvoir le changer, mais c'était peine perdue, elle a donc décidé de rompre. C'était clairement plus simple, pour lui comme pour elle. Alors, au début, la rupture s'est déroulée sans trop de problèmes, mais Peter avait bien insisté pour que Sarah le quitte, histoire que ce soit elle qui porte la responsabilité. C'est toi qui décides de partir, pas moi, ok? Là, assez rapidement, Sarah se remet avec un autre mec, on va appeler Diogo, vu qu'on ne connaît pas son nom. Et puis, vint le jour où Peter a voulu récupérer ses affaires. Je lui ai envoyé un SMS de la liste de tout ce qu'il avait laissé dans mon appartement, et on a fixé un rendez-vous pour qu'il passe à mon appart vers 15h le jeudi suivant. Il est bien sûr hors de question qu'on se voit en tête-à-tête pour ça, surtout qu'il a appris que j'ai un nouveau mec, et qu'il avait beaucoup de sautes d'humeur. Bref, le fameux jeudi est arrivé et j'avais honnêtement hâte d'en finir. Et là, alors que Sarah et Diogo rentrent à pied du lycée, ils ont quand même 19 ans quoi, son téléphone à elle donc, il sonne. Et là, c'est Peter qui est en train de lui hurler dessus, qui l'attend à la gare depuis plus d'1 heure. Sarah essaye de le raisonner en disant que c'était pas ce qui était prévu du tout. Mais bon, à un moment, ça la saoule et elle cède et elle dit que elle prend ses affaires chez elle et elle va lui ramener à la gare. Bien évidemment, le nouveau copain de Sarah, Diogo, l'accompagne. Mais quand ils arrivent sur place, c'est vide. Il y a personne sur le quai de la gare. En plus, Sarah précise quand même que c'est une petite gare, qui n'est fréquentée qu'aux heures de pointe. C'est-à-dire tôt le matin et puis le soir, quand les gens rentrent du boulot, ils vont en gros. Et donc là, quelques instants après être arrivé sur place, Sarah reçoit un SMS de Peter. Et là, il lui dit qu'il les voit, mais qu'il ne viendra pas tant que Diogo est dans les parages. Déjà, le gars, il commence déjà à être chiant, un peu chelou, quoi. Là, Sarah, elle a pas l'énergie pour ça. Elle laisse ses affaires dans la gare en répondant à Peter par SMS qu'elle n'a pas le temps pour ses bêtises et qu'elle a pas envie de le voir de toute façon. Là, le couple décide alors de rentrer chez eux, mais Sarah reçoit un nouveau SMS de Peter qui lui dit qu'il a laissé un petit cadeau dans sa boîte aux lettres.
Ok, un petit cadeau. Bon là, arrivé sur place, Sarah remarque pourtant qu'il n'y a rien dans sa boîte aux lettres, à part une facture. C'est probablement pas lui quoi. Bon, elle rentre chez elle et puis rien de nouveau. Peter n'envoie pas de nouveaux SMS. En plus, il a sans doute récupéré son sac poubelle à la gare et il nous a pas emmerdé quoi concrètement. Sauf que, quelques jours plus tard, Sarah reçoit un coup de téléphone du frère de Peter. Et là, le frère lui dit que Peter a disparu depuis quelques jours et qu'il a embarqué ses pistolets à gaz. Et là, je reste sans voix. Mais ce n'est que le début, façon de parler. Parce que le même jour, Diogo a vu les policiers se promener dans l'escalier du sous-sol, à l'extérieur de la maison, sur les coups de 16h. Alors bien évidemment, le timing me fait énormément flipper. Et le lendemain, la mère de Diogo nous dit qu'elle a vu dans le journal un jeune homme non nommé, mais venant de la même ville que Peter. Il semblerait qu'il ait été arrêté pour tentative de vol dans la pizzeria au rez-de-chaussée de notre immeuble. Il était armé d'un couteau, d'un pistolet à gaz et d'essence, tout en déclarant qu'il tentait pas de voler la pizzeria, mais qu'il était là pour rendre visite à son ex. Sarah n'est pas dupe et elle se doute bien qu'il y a des grandes chances pour que ce mec dans le journal, ce soit le Peter qu'elle connaît. Alors, elle contacte la police qui lui indique que le mec en question portait un masque et une perruque, en plus d'avoir des faux papiers sur lui, mais aussi un sac de sport qu'il avait jeté dans les escaliers avant de pénétrer dans la pizzeria. Bon, Sarah se rend compte qu'à quelques minutes près, Diogo aurait sans doute fait face à Peter vu qu'il croisait les flics en sortant. Bon, elle termine en disant qu'elle n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Surtout, en fait, que Peter, lui, il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit parce qu'il était mineur, qu'il avait un père militaire, que, en gros, il avait beaucoup de thunes. Mais en tout cas, si elle le partage sur Reddit, c'est que c'est pas terminé. Déjà, elle pensait que cette histoire était derrière elle. Sauf que 2 semaines avant de partager son histoire, elle nous dit qu'elle a reçu une déclaration d'amour par mail signée Peter. Sarah, bien sûr, n'a pas répondu et a signalé le mail comme étant un spam. C'était le cas, en gros, c'est du spam. Et d'ailleurs, elle espère que c'est la dernière fois qu'elle entendra parler de lui. Et bien voilà, ça commence un petit peu en douceur. Et maintenant, je vous propose pour notre prochaine histoire de partir dans une tournure un peu plus grave et avec des menaces qui seront cette fois-ci mises à exécution. Alors cette deuxième histoire est racontée par Don't Talk to the Cops. Il a un petit souci avec la police et en tout cas on va la renommer Camille puisque c'est une femme. Et donc Camille elle a 34 ans au moment où elle partage son histoire qui remonte déjà à quelques années. Là Camille plante le décor, elle sortait avec un homme enfant du même âge qu'elle et avec qui ça se passait globalement bien et qu'on va appeler Jérémy. Donc en gros Jérémy c'était un gentleman très gentil, très sympa, très aimant aussi. Alors à la base ils étaient potes, ils flirtaient un petit peu, ils sont rapidement ensuite rentrés dans une sorte d'exclusivité. Sauf qu'il y avait cependant un détail non négligeable, ils passaient tout leur temps chez lui. Alors bon, au début, ça allait bien à Camille, qui était plutôt introvertie, mais avec le temps, elle voulait quand même faire d'autres trucs que juste passer du temps chez lui. Parce que Camille, elle demande à Jérémy, pourquoi tu restes tout le temps chez toi? Pourquoi tu sors pas un peu quand même? À chaque fois, il devenait un peu nerveux, il changeait de sujet. Et donc, avec le temps, ça a fini un peu par titiller sa curiosité. Elle se dit, est-ce qu'il est juste introverti ou il y a plus que ça? Et c'est à ce moment-là que tout se dégrade en réalité. Alors Camille, elle nous dit, c'est pas une personne intrusive de base, elle est pas à fouiner, ce genre de truc. Mais vu que c'est son mec, elle est quand même en droit de se demander pourquoi il reste enfermé, tout le temps, comme ça. Et du coup, après plusieurs semaines de petites questions, de plus en plus insistantes, Camille remarque que Jérémy semble prendre des distances. Alors ce changement est bien évidemment impossible à ignorer pour elle, et ça confirme bien ses soupçons. C'est-à-dire que Jérémy doit avoir un truc à cacher. Mais elle ne veut pas se contenter juste de suppositions. J'ai honte de l'admettre, mais une nuit pendant qu'il dort, je décide de fouiller son téléphone. Je suis encore dégoûtée de l'avoir fait, mais en parcourant son portable, je remarque en réalité que je suis la deuxième copine et que je ne suis donc pas la seule femme dans sa vie. Sur le moment, j'arrive pas à le croire et honnêtement, des années après, j'ai encore du mal à le croire parce que j'étais avec lui tous les jours. Je comprends donc pourquoi on passe notre temps enfermé chez lui. Et bien évidemment, cette autre fille n'a aucune idée de mon existence. Bon, là, il est environ 2h du matin lorsque Camille a consulté son téléphone. Là, il est hors de question à ce moment-là qu'elle finisse la nuit aux côtés de Jérémy. Et donc, elle quitte alors discrètement le lit, elle prend ses affaires et elle rentre chez elle en plein milieu de la nuit. Bon, le lendemain, Camille en est sûre, Jérémy a compris ce qui s'était passé. Mais il ne lui donne pas de nouvelles. D'ailleurs, il lui dit même pas pourquoi elle est partie comme ça, quoi. Aucune nouvelle d'ailleurs dans la journée, jusqu'à ce que Jérémy l'appelle dans la soirée. Et là, bien évidemment, elle décide de le confronter en lui disant qu'elle a pris des photos des preuves. Là, au téléphone, Camille, elle sent bien dans la voix de Jérémy qu'il est furieux et il a fait d'ailleurs exactement ce qu'une personne toxique ferait dans ce genre de situation. Rejeter la faute sur elle en lui disant qu'elle n'avait pas à fouiller dans son téléphone, comme si le problème principal, ce n'était pas son infidélité, bien sûr. Et là, Jérémy est sûr que Camille va chercher à entrer en contact avec l'autre fille pour raconter son infidélité, ses mensonges, ses tromperies. Bref, il a vraiment peur que Camille foute tout en l'air et qu'elle parasite tout. Alors bien sûr, Camille, elle a quand même songé à le faire. Sauf que cette pauvre autre fille, elle n'a rien demandé, elle n'est sans doute pas au courant du double jeu. Par contre, Camille a peur que Jérémy se venge sur elle ou sur l'autre fille. Mais c'est là que mon cauchemar commence réellement. Parce qu'il est tellement paranoïaque et persuadé que je vais contacter sa petite amie qu'il commence à m'appeler tous les jours en me menaçant vaguement. Je lui répète encore une fois que je
ne vais pas la contacter, que ce n'est pas mes affaires et qu'elle finirait par découvrir ça toute seule. Le seul truc que je veux, c'est qu'il me foute la paix et qu'il m'oublie. C'est ma seule requête. Peine perdue, il a continué à me harceler jusqu'à ce que ça prenne des proportions plus graves. Là, la paranoïa de Jérémy ne cesse de monter et un jour, il envoie le message suivant à Camille. « J'ai des photos compromettantes de toi et je vais les publier sur Internet. » En fait, il pensait vraiment que Camille allait tout raconter à l'autre fille. Bon là, Camille ne sait pas comment lui faire comprendre que non. En fait, non, elle va pas en parler à l'autre fille et que voilà, c'est son affaire à lui, quoi. Sauf que là, le fait que lui, il la menace, elle a pas aimé ça et du coup là, elle lui dit que s'il continue ses conneries, elle va aller en parler aux flics. Sauf que en pensant qu'elle faisait la bonne chose, du coup, en le menaçant avec les flics, c'était pas du tout la bonne chose à faire. D'ailleurs, souvenez-vous de son pseudo, donc pas Camille, mais son pseudo qui était Don't Talk to the Cops, donc ne parlez pas aux flics. Pourquoi? On va aller voir. En tout cas, quelques minutes plus tard, elle reçoit une dizaine de messages d'un coup. Certains contiennent des vidéos, d'autres des photos d'elle. Sauf que elle n'a jamais vu ces photos avant. Elle ne se souvient même pas quand Jérémy aurait pu les prendre. Surtout que, effectivement, dans le lot, il y a des trucs vraiment très intimes et compromettants. Bon là, il n'en faut pas beaucoup plus à Camille pour comprendre. En fait, Jérémy avait installé des caméras à son insu, bien sûr, un peu partout dans sa chambre. Et donc là, ces menaces sont bien réelles. Il possède donc des fichiers qu'on n'a pas envie de voir se balader sur Internet. Heureusement, là, pour Camille, on va dire, il est un peu con parce qu'en fait, il lui envoie justement les preuves que justement, il a des trucs compromettants et qui sont pas autorisés. Peut-être que vous l'ignorez, mais on ne peut pas installer une caméra et filmer des gens à leur insu, du coup, sans qu'ils le sachent. Parce que si la personne porte plainte, ça tombe sous le coup de la loi et puis vous pouvez risquer gros, quoi. Si vous installez des caméras, faut le dire à la personne, là j'ai des caméras, elle nous filme, est-ce que c'est ok? Ça peut paraître bête, mais oui, c'est important. Alors, Jérémy, complètement fou, il publie tout sur Internet, donc c'est un peu la merde. Sauf que Camille, là, elle porte plainte vraiment avec la police. La police réussit à agir quand même et à supprimer certains fichiers. Sauf que bien sûr, plusieurs personnes, plus ou moins beaucoup, ont vu les photos, les vidéos. Certains les ont d'ailleurs peut-être téléchargées pour leurs besoins personnels, on sait pas. Et ça, hélas, Camille ne peut pas y faire grand-chose. Et là, sans surprise, cet acte-là a changé le cours de sa vie. Là, par exemple, aujourd'hui, elle ne voit plus les relations amoureuses de la même façon, elle n'arrive plus à être réellement intime avec quelqu'un, même à créer des liens forts. D'ailleurs, Camille a commencé à tomber dans la parano suite à ça, et elle est même devenue apathique. Elle est devenue un peu un légume, elle manque d'énergie, globalement, elle fait plus confiance, même aux membres de sa famille. Ça l'a vraiment donc traumatisée. En tout cas, la police a pris la chose au sérieux. Peut-être le fait aussi que l'ex complètement fou a publié vraiment les photos et les vidéos, ça a dû aider, parce que là, il était vraiment passé à l'acte. En tout cas, Camille, elle a pu obtenir une ordonnance restrictive pour ne plus que son ex entre en contact avec elle. D'ailleurs, ça a été même reconnu comme violence familiale. Malheureusement, il a brisé cette restriction en recommençant à la harceler par téléphone, en prétextant déjà vouloir s'excuser. Pardon, je suis désolé, j'ai tout publié, c'est comme ça, mais je suis désolé. Et surtout, il voulait que Camille abandonne les charges contre lui. D'ailleurs, il a même appelé sa mère à Camille pour qu'elle le persuade de son côté. Donc évidemment, Camille, elle a continué à rappeler la police pour les notifier de tout ça. L'affaire s'est terminée au tribunal et j'ai gagné. Ce n'est pas l'issue que je souhaitais, mais son nom a été inscrit sur ce bon vieux registre des délinquants sexuels, ce qui est bien plus grave qu'on ne le pense. Quoi qu'il en soit, c'est un véritable changement de vie. À tous ceux qui sont passés par là, je suis désolée et je ressens votre douleur. Là, elle termine en disant aux gens d'être bien prudents, surtout envers les personnes en qui on a confiance. Ce qui peut paraître d'ailleurs un peu paradoxal. Camille sait bien que là, elle est devenue un peu pessimiste, voire même beaucoup, mais bon, cette histoire l'a quand même honnêtement changé à jamais. En tout cas, pour notre troisième et dernière histoire, les choses vont aller encore plus loin que juste du revenge porn. D'ailleurs, je pense que vous n'avez aucune idée, de près ou de loin, de ce qui va arriver à cette personne. Alors cette dernière histoire est racontée par Jem Placetime, qu'on a renommée Elsa pour l'occasion. Elle a partagé son histoire très récemment, c'était vraiment il y a un mois à peine. D'ailleurs, pour se protéger, elle a dit qu'elle a changé le nom de son ex et qu'elle l'a appelé Gavin dans son récit. Alors remets un peu de contexte, là elle le partage récemment, mais l'histoire a quelques années maintenant. À l'époque, en fait, Elsa elle avait 19 ans, Gavin lui il avait 27, et ils avaient deux animaux, un gros chow-chow, c'est un chow-chow, voilà, c'est un clébard quoi, voilà, tu vois, un bon toutou bien poilu, et puis un chat. Alors bon, de base, le chien était à lui et le chat à elle. Et bon, tous les deux, ils vivaient dans une grande maison avec 3 chambres à coucher. D'ailleurs, le dernier détail a son importance, mais Elsa et Gavin ont pendant quelques temps hébergé une amie à eux, Lacey, avec qui ça s'est finalement mal passé, car en fait, elle a profité d'eux. Bref, notre histoire débute vraiment quand Gavin rentre d'un déplacement professionnel qui a pratiquement duré 1 mois. Là, à son retour, Elsa le trouve un peu bizarre. Il ne fait pas attention quand elle lui parle, il semble distrait et il oublie les choses qu'Elsa lui a dit à peine quelques minutes plus tard. Bref, c'était un peu comme s'il était dans un monde parallèle. D'ailleurs, ça ne s'arrange même pas les jours suivants. Et là, Elsa, un peu énervée, lui dit de se bouger le cul, que ce soit pour les tâches ménagères, sortir les poubelles, etc. Parce que bon, il laisse tout en vrac, quoi. Mais rien du tout.
Bon là, quelques jours plus tard, le couple dîne avec la mère d'Elsa, qui elle aussi sent qu'un truc cloche quelque part. Et même si à leur connaissance, la seule chose dont souffre Gavin, c'est 2-3 tocs quoi. Voilà, 2 nouveaux jours passent encore et les choses montent d'un cran. Le jour où tout bascule, on est tranquillement sur le canapé, je suis en train de me faire les ongles et Gavin joue à Mario Kart. D'un coup, il me fixe et me dit « Lassie a jeté une malédiction sur ma famille ». Bon, à ce moment-là, je suis pas au top niveau santé mentale, donc j'ai pas trop d'énergie à consacrer à ça, et je lui dis juste de prendre une douche froide parce que d'habitude, ça marche. Il va donc dans la salle de bain en parlant tout seul. Bon là, Elsa propose d'appeler la mère et Gavin pour aider le fils, du coup. Sauf que là, Gavin, il se met à hurler en lui disant que la seule chose dont il a besoin, c'est d'elle. Bon là, Elsa, apeurée, retourne dans le salon et elle décide quand même d'appeler la mère et Gavin, qui là, de son côté, lui, sort à poil de la salle de bain et il hurle alors à Holly, du coup là, son chien, d'attaquer Elsa. Bon là, à ce moment-là, la mère de Gavin décroche et elle entend tout ce qui se passe. Et là, pendant que Gavin commence à traiter Elsa de Lacey, la nana qu'ils avaient hébergée avant donc, qui avait profité d'eux, et en même temps, il lui dit qu'elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Là, Elsa se rue alors dans la chambre en étant toujours au téléphone avec la mère. Mais Gavin la rattrape et il lui écrase la tête contre le miroir de la chambre, avant de prendre son téléphone et de le jeter par terre. Là, il pète un plomb, encore plus, et il lui crie qu'il va la tuer. Mais bon, Elsa arrive quand même à quitter la chambre et à se diriger vers la porte d'entrée. Là, arrivée au niveau de la cuisine, elle se fait rattraper par Gavin, qui passe ses bras autour de sa gorge en lui criant qu'il va la buter. Et là, elle voit alors son chat, Sterling, en panique totale comme elle ne l'avait jamais vu. Surtout, je lutte pour ne pas perdre connaissance, parce que j'arrive plus à respirer. Je commence à voir des sortes de points noirs dans ma vision et j'essaye de le griffer pour lui faire lâcher prise. Honnêtement, je pensais que j'allais mourir à ce moment-là. Cela empire encore quand il me demande si je savais ce que ça faisait d'être violée. Et il savait très bien que oui, vu que ça m'était vraiment arrivé 1 an avant. J'ai alors plongé mes yeux dans les siens, ils étaient comme morts. Ses pupilles étaient dilatées, je pouvais à peine voir son iris. Là, par réflexe, ne sachant plus quoi faire avant de s'évanouir, Elsa réussit à dire à demi-mot qu'elle s'excuse. Et en vrai, ça fonctionne, car il relâche un petit peu son emprise, ce qui permet alors à la jeune femme de s'échapper et de quitter la maison à toute vitesse. Là, elle commence alors à courir d'une maison à l'autre, vêtue d'un short et d'un pull, en plein mois de février, et dans une province des plus froides du Canada. Et là, au bout de quelques dizaines de secondes, elle entend le chien hurler. Un cri d'ailleurs qu'elle n'oubliera jamais. Là, Elsa, en entendant ce cri déchirant, qui est pas le cri d'un chien normal, elle s'effondre par terre et elle prie pour qu'il ne lui soit rien arrivé. À ce moment-là, plusieurs voisins sortent et viennent pour l'aider. D'ailleurs, un couple âgé appelle alors la police et l'invite à rentrer chez eux. Là, Elsa, chez ce couple, appelle sa mère, qui habite malheureusement trop loin. Mais bon, elle lui dit sans doute que Gavin a tué le chien et qu'il cherche à la tuer elle. Et là, après d'interminables minutes, la police arrive enfin. Ils ont 5-6 voitures, des flingues et puis un mégaphone pour ordonner à Gavin de sortir. Là, au bout de quelques instants, il écoute la police et il sort de la maison, complètement nu et couvert de sang. Bon là, il est directement mis dans l'une des bagnoles pendant que la police entre pour fouiller la maison. Pendant ce temps-là, l'un des flics vient voir Elsa et lui demande combien ils ont de chiens. Et elle lui répond qu'ils ont qu'un chien et un chat. Là, elle demande alors si le chien, au lit, du coup, il est toujours en vie. Ce à quoi le policier répond que non, en précisant qu'il y a son cadavre dans la baignoire. Là, Elsa, alors, instinctivement, elle pense alors à son chat. Elle veut savoir, en fait, ce qui lui est arrivé. Les policiers me demandent s'il y a des friandises quelque part pour l'amadouer. Et ils finissent par trouver Sterling vivante, mais complètement effrayée. Ils la bloquent dans un coin de la maison et me demandent de la récupérer. Quand j'entre, je remarque qu'il y a du sang partout. Et surtout, l'odeur de sang et d'excréments est insoutenable. Je récupère alors Sterling et je sors de la maison, pour tomber nez à nez avec la mère de Gavin, qui est arrivée entre-temps. Elle me demande directement où est Holly, et je lui confirme que Gavin l'a bel et bien tuée. Là, par réflexe, Elsa se réfugie dans la voiture de la mère de Gavin. Pourtant, elle a pas envie de se retrouver dans le même endroit, en fait, que la mère de Gavin. Parce que, sur l'instant, en fait, elle la déteste pour avoir été juste la mère, en fait, de ce type complètement fou, quoi. Alors que, la mère, en l'occurrence, là, n'y peut peut-être rien du tout. D'ailleurs, plus tard, elle le regrettera. Bref, après on ne sait combien de temps, et une fois que la police a terminé, elle retourne dans la maison pour récupérer les vêtements. Et elle entend à ce moment-là la mère de Gavin hurler à la mort parce que elle est passée devant la salle de bain où la police n'avait pas fermé la porte. Et c'est à ce moment-là qu'elle voit le cadavre du chien. Finalement, Elsa se fait récupérer par sa tante, mais le lendemain, elle retourne sur place pour chercher un petit peu plus ses affaires. Parce que là, si la police avait fait emmener le corps d'Holly, il y avait toujours le sang, l'urine, les excréments. Puis Elsa a vu aussi des choses qu'elle n'avait même pas envie d'identifier. D'ailleurs, pire façon de parler, parce que Elsa, la mère et la sœur de Gavin ont dû nettoyer la maison. Elsa a quitté la ville avec son chat, qui était toujours heureusement sain et sauf, donc Sterling il s'appelait, pour rejoindre sa mère. En tout cas, le procès qui s'en est suivi a duré plus de 2 ans. Et dans ce procès, Elsa apprendra notamment que Gavin avait des armes chargées, prêtes à être utilisées, et qu'il avait tué Holly à coups de bottes de baseball. En tout cas, la peine pour Gavin, ce sera 10 mois d'assignation à résidence, et rien de plus. En gros, le fait de devoir rester chez lui.
En tout cas, aujourd'hui encore, 2 ans plus tard, Elsa nous dit qu'il essaie de la contacter et il lui reproche de ne pas l'avoir aidée. D'ailleurs, elle-même se blâme qu'effectivement elle n'a pas su l'aider. Mais elle se blâme aussi de ne pas avoir laissé la porte ouverte la nuit du drame pour permettre un échappatoire aux animaux. Bon, en tout cas, voilà, Elsa termine son témoignage sur ça. D'ailleurs, elle dit que c'est quand même difficile d'en parler à des gens qui n'ont pas vécu quelque chose de similaire. Bon, en tout cas, elle a créé ce post sur Reddit pour essayer de récupérer des conseils et autres, parce que, comme vous le constaterez, mais elle ne sait pas ce qui est arrivé à son copain Gavin, son ex maintenant, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois où il s'est absenté? Est-ce que ça a déclenché un trauma? Est-ce que ça a déclenché des trucs paranoïaques ou alors une folie latente? Plein de possibilités, mais elle ne sait pas encore. En tout cas, suite à son témoignage, bien sûr, des gens, en fait, dans la conversation lui ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi son problème au mec? Mais à chaque fois, elle éludait la question, elle ne répondait pas à ça. Eh bien, en tout cas, voilà pour ces 3 histoires. J'espère qu'elles vous ont plu, qu'elles vous ont intéressé, que ça vous a donné envie, en fait, d'être en relation longue, exclusive, tout ça. Si vous avez des ex toxiques et que vous avez envie de vous décharger sous cette vidéo, eh bien, faites-le dans la bienveillance. Puis voilà, je n'ai rien à ajouter de plus par rapport à tout ça. Et moi, je vous dis très belle soirée. On se dit à la prochaine vidéo. Bye.